Bonsoir à tous, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette édition d'information sur Gabon Première. Ouvrons ce journal avec la situation qui prévaut dans le secteur éducation entre reprise de cours annoncée par la tutelle et la poursuite du mouvement de grève par SOS Éducation. Le commentaire est de Pélagie Mbouima. Sur l'ensemble du territoire national, la situation liée à la reprise des cours demeure constatée. Mais une tendance majeure se dégage, celle d'un retour progressif à l'école, malgré la reconnaissance des revendications portées par les syndicats. De plus en plus, des voix s'élèvent en faveur de la reprise des cours. Les élèves du public doivent retourner à l'école, pas seulement le privé. Tout on veut que demain, la cour demain. Je voudrais que les cours puissent reprendre pour que nos enfants puissent avoir une bonne éducation scolaire. J'aimerais quand même que le cours recommence demain puisque pendant ce temps-là, je suis en train de réviser. Je veux bien que les cours recommencent. Que les cours reprennent demain pour mes enfants parce que depuis un bout de temps, ils sont assis à la maison, c'est pas normal. Parents d'élèves, apprenants et même enseignants expriment aujourd'hui une lassitude face à une grève jugée trop longue. Depuis la semaine dernière déjà, dans plusieurs établissements, les enseignants et élèves manifestaient la volonté de reprendre le chemin de l'école. Toutefois, cette volonté se heurte parfois à des blocages internes, perçus par certains comme une forme de contrainte ou de séquestration morale. Nous sommes au privé, nous aimerions que ceux qui sont à la maison apprennent aussi, comme ça nous serons tous au même niveau. C'est pas bien si nous on apprend, eux ils n'apprennent pas. Donc je suis pour que demain nous reprenions l'école tous ensemble et que nous apprenions. Je ne veux pas qu'eux passent des années blanches et nous on passe devant et c'est pas bien. Les syndicalistes disent que avancée significative, ça veut dire que les choses ont avancé par rapport à ce qu'ils avaient comme besoin. Dans ce cas, il faut mettre de l'eau dans le vin. Ça profite à qui? À personne, l'année blanche. 25 février, c'est pas loin. On est en février. Pendant ce temps, l'année scolaire avance inexorablement, faisant planer le spectre d'une année blanche. Une perspective qui inquiète fortement les familles. Tous appellent désormais à une issue responsable dans l'intérêt supérieur des enfants et de l'avenir du pays. Le représentant résident du Fonds monétaire international était au cabinet du président de l'Assemblée nationale à propos de la situation économique du Gabon. Ce fut également une occasion pour les deux personnalités de se projeter sur des perspectives plus rassurantes. Gilda Fleur Odembe et Tim Bolengue. Conformément à la vision des plus hautes autorités du Gabon de renforcer sa crédibilité auprès des grandes institutions financières, le président de l'Assemblée nationale, Michel Régis Sonangandiaï, a divisé avec le représentant résident du Fonds monétaire international, Alain Gogri. Au cours de ces échanges, le FMI a réitéré sa ferme volonté de collaborer étroitement avec le bureau de la 14e législature afin d'évaluer les politiques publiques, recenser les priorités ainsi que les mécanismes de financement devant contribuer à la croissance durable et à la réduction de la dette. Plus que par le passé, le représentant résident du Fonds monétaire international s'est engagé à accompagner le Gabon dans l'exécution de ses réformes économiques majeures, un défi qu'il entend relever avec le concours des parlementaires appelés à jouer pleinement leur rôle de contrôle de l'action gouvernementale, notamment lors de l'examen de la loi des finances. Le patron de la représentation nationale a pour sa part promis ne ménager aucun effort pour appliquer les recommandations du principal bailleur de fonds du Gabon. Au terme de cet entretien, Michel Régis Sonangandiaï a salué cette démarche qui a pour objectif visé l'amélioration des conditions de vie des concitoyens. À noter que cette première rencontre du genre entre les deux personnalités s'inscrit dans le cadre du renforcement du dialogue permanent entre le Parlement gabonais et les partenaires techniques et financiers. Les travaux de construction de l'annexe de l'École nationale de la magistrature ont été lancés ce matin par le ministre de la Justice. C'était au cœur d'une cérémonie en présence de l'ambassadeur du Japon au Gabon et de la représentante du PNUD, Evrard Mbani Pitake et Évariste Ndotoumou.
Il s'agit de la construction d'un bâtiment annexe de l'école de la magistrature à usage public de 3 niveaux pour une durée de 7 mois, composé essentiellement d'un rez-de-jardin, d'un rez-de-chaussée et d'un étage. La réalisation du projet se fera sur une superficie de 625 mètres carrés, une structure de bâtiment poteaux et poutres qui constitueront l'ossature de stabilité du bâtiment. Ce projet d'envergure est financé par le Japon à hauteur d'1,3 milliard de francs CFA et coordonné par le Programme des Nations Unies pour le développement. La justice constitue l'un des fondements essentiels de toute démocratie. Elle garantit la protection des droits humains, renforce la confiance des citoyens dans les institutions et favorise la stabilité. L'École nationale de la magistrature occupe une place centrale dans l'architecture de la justice gabonaise. Elle est le creuset où se forment les femmes et les hommes appelés à dire le droit, à garantir les libertés fondamentales et à incarner au quotidien l'autorité et la crédibilité de l'institution judiciaire. L'école de la magistrature occupe une place de choix dans la formation de l'élite judiciaire gabonaise. Nous avons l'avantage d'avoir non seulement une extension, mais également une modernisation des infrastructures de l'école. Cela ne peut que me satisfaire et je renouvelle une fois de plus les remerciements au peuple japonais, au gouvernement japonais et au Programme des Nations Unies pour le développement qui accompagne ce projet. Cette initiative louable s'inscrit dans la continuité de l'excellente coopération bilatérale et d'amitié entre le Japon et le Gabon. Et puis les populations des Sassa occupant le titre foncier de la SNI étaient en face de la direction générale de la Société nationale immobilière venue leur expliquer les procédures d'attribution de parcelles dans cette partie de la commune d'Untum. Les détails avec Jean-Denis Gomes-Gombi et Justin Diana. Zone d'aménagement parcelle des Sassa. Installée sur le titre foncier de la Société nationale immobilière, le directeur général a au cours de cette rencontre échangé avec les populations, avec pour point d'orgue apporter quelques réponses aux interrogations des uns et des autres. Le but, c'est de régulariser les personnes qui y habitent, parce que sur les 1500 hectares que nous avions ici à Sassa, il y a à peu près 1500 personnes qui habitent ici, qui ont un cadre bâti. Donc il est de notre devoir de leur donner le titre foncier contre le paiement de la somme de 600 000 francs et l'opération va s'étendre à peu près sur 4 mois. Ils sont près de 3000 personnes à bénéficier à ce jour des parcelles dans cette zone. Le cadre non bâti est sujet à problème parce que sur le même terrain, il peut y avoir 3 ou 4 personnes. On veut commencer par le cadre bâti, après on va entamer au fur et à mesure le cadre non bâti. Sur le titre foncier des Sassa, nous avons à peu près 1500 personnes qui ont le cadre bâti, sur à peu près les 4000 personnes qui réclament être propriétaires ici à Sassa. Ici, les espoirs et les inquiétudes s'entremêlent. C'est vrai qu'il y a des éléments de réponse qui ont été apportés, mais dire que je suis satisfaite à 100%, non. Je suis satisfait parce que j'ai déjà investi, parce qu'il y a eu un toilettage au niveau de la procédure. Avoir un titre foncier, c'est vraiment salutaire. Selon les dirigeants de la Société nationale immobilière, l'acquéreur a droit à 4 999 mètres carrés. Parlons à présent de cet exercice de simulation en cas de catastrophe ferroviaire majeure. Il s'est agi de coordonner les moyens et les techniques pour assister les victimes, en l'occurrence avec les services de la police nationale, de santé militaire, des sapeurs-pompiers, avec la mise à contribution du centre hospitalier universitaire d'Ovendo. Arnaud Mbabekoum et Chris Lemaïda. Que faire face à un déraillement spectaculaire suivi d'une explosion impliquant des wagons transportant du carburant? C'est à cette question que la CETRAG, la société d'exploitation du Transgabonais, en collaboration avec l'ensemble de ses partenaires, a tenté de répondre à travers une simulation grandeur nature d'un accident ferroviaire majeur. L'exercice a mis en scène un scénario catastrophe proche de la réalité, mobilisant les unités de sapeurs-pompiers, les forces de police nationale, ainsi que les équipes techniques de la CETRAG. Objectif, coordonner les interventions, évacuer les zones à risque, porter assistance et secours aux victimes simulées
étendus au sol dans un contexte d'urgence extrême. Nous avons simulé un des scénarios qui est dans notre plan d'intervention d'urgence. C'est-à-dire que CETRAG a mis en place un plan d'intervention d'urgence avec les scénarios majeurs pouvant subvenir dans nos emprises ferroviaires. Et ce matin, nous avons voulu tester un des scénarios majeurs qui figure dans ce plan. Donc, pour cet exercice de ce jour, nous avons eu l'appui des sapeurs-pompiers, l'appui du CHU de Vendo et l'appui de la santé militaire, donc sans compter les autres structures étatiques, notamment l'ATF et la police nationale. Donc ce matin, c'était vraiment d'éprouver notre plan d'intervention d'urgence et voir s'il fonctionne bien. À travers cette manœuvre, l'unique opérateur ferroviaire du Gabon entendait évaluer le comportement et la réactivité de l'ensemble des parties prenantes en cas de survenue d'un tel drame. La simulation a également permis d'identifier les éventuelles failles, difficultés opérationnelles et axes d'amélioration afin d'y apporter les corrections nécessaires. Pour la CETRAG, la vie et la sécurité des usagers du Transgabonais demeurent une priorité absolue, justifiant la multiplication de ces exercices de prévention et de préparation face aux risques majeurs. L'une des principales voies express de Libreville subit actuellement des travaux de réhabilitation. Il s'agit de l'axe Awinji plein ciel où les équipes sont à pied d'œuvre. Le constat est de Lionel Mboutsoupissam. Longtemps dégradée, la voie express Awinji plein ciel fait peau neuve. Les travaux de réhabilitation engagés sur cet axe stratégique sont exécutés par l'entreprise CITP spécialisée dans les travaux publics. Cette opération consiste notamment en la réfection de la chaussée et le traitement des zones endommagées sur cet axe. Des interventions indispensables pour garantir une meilleure durabilité de l'infrastructure. D'entretien routier, on a l'axe de charbonnage jusqu'à droite, la voie express. Déjà, tous les camions sur place. On va couvrir ça et la route sera livrée. En même temps, on va fermer tous les nids de poules aujourd'hui. À la fin de la soirée, on va libérer la route. Très fréquentée par les automobilistes, cette voie express joue un rôle clé dans la fluidité du trafic entre plusieurs quartiers de la capitale. Sa réhabilitation vise à réduire les embouteillages, limiter les risques d'accidents et améliorer le confort des usagers. Malgré quelques désagréments temporaires liés aux travaux, l'entreprise CITP rassure quant à la livraison de ce chantier. La réhabilitation de l'axe Awinji plein ciel permettra une circulation fluide et contribuera à moderniser le réseau routier urbain, renforcer la mobilité et améliorer durablement le cadre de vie des populations. Et la ville d'Untum qui fait face à de nouveaux défis de développement entre modernisation des infrastructures et l'explosion démographique. Les populations expriment leurs attentes pour un développement plus inclusif. Pélagie Mbumba. La commune d'Untum poursuit sa transformation portée par de nouvelles infrastructures et une croissance démographique soutenue. Une évolution qui s'accompagne de défis sociaux, économiques et sanitaires. Face à ces enjeux, les forces vives des 2 et 3e arrondissements ont saisi le vice-président du Sénat, Paul Biyoremba. Nous saluons toutes ces avancées, mais nous appelons toujours à une accélération des efforts pour soutenir la formation et le mentorat des femmes leaders, la construction des marchés dans nos localités, afin de rendre les femmes autonomes et productrices de richesses. Vous exhortez de quadrupler vos efforts et votre détermination pour la construction, ici, d'une structure hospitalière à la hauteur du poids démographique. Nous demeurons engagés à œuvrer pour l'amélioration de la situation socio-économique, la modernisation des infrastructures de notre commune et au-delà, ainsi que la consolidation de l'état de droit. Le sénateur a mis l'accent sur l'emploi des jeunes comme pilier du développement durable, tout en prônant le dialogue social. J'ai souhaité qu'il y ait plus de fréquentation, qu'il y ait plus d'échanges, qu'on débatte ensemble, qu'on se fréquente de quartier à quartier. J'ai donc demandé que nous organisions dans le cadre du 3e et 2e arrondissement des espèces de rencontres économiques et sociales pour voir qu'est-ce que nous pouvons développer, créer pour donner un peu de pouvoir d'achat aux uns
et aux autres. Après avoir attentivement écouté les doléances des populations, le vice-président du Sénat s'est engagé à les transmettre aux plus hautes autorités de la République. Et puis les journées patriotiques intégrées au plan d'urgence trimestriel d'assainissement de la ville de Port-Gentil se poursuivent. Ces journées ont été lancées le 8 janvier dernier par le maire Pascal Wani Ambouroué et nos correspondants ont trouvé le personnel municipal à pied d'œuvre. Troisième sortie des journées patriotiques et l'engagement de la mairie de Port-Gentil à améliorer durablement le cadre de vie des Port-Gentillais ne s'effrite pas devant les montagnes d'immondices qui s'érigent quotidiennement dans les quartiers des 4 arrondissements de la ville. Cette constance de l'exécutif municipal a eu le mérite de susciter non seulement l'adhésion mais surtout l'engagement de plusieurs opérateurs économiques qui ont apporté leur appui en mettant leurs engins à contribution. Un renfort logistique qui a permis de consolider le dispositif de collecte des ordures ménagères pour le plus grand soulagement des riverains, lesquels encouragent Pascal Wani Ambouroué et ses équipes à poursuivre leurs efforts. Comme ils enlèvent ça aujourd'hui, ça me fait très plaisir parce que c'est depuis octobre qu'ils ont enlevé. À l'entrée du Sang-Mangué, ils enlèvent à chaque moment. Au Badamier, ils enlèvent. Mais au niveau d'ici, ils n'enlèvent pas. Et je suis même tombée malade avec mes enfants à cause de ça. Bon, je remercie le maire Pascal Wani de venir enlever cette poubelle, mais je lui demande de faire ça continuellement, de toujours penser à moi et avec ma famille, parce que je ne respire pas. Je suis obligée de parler à la population, même aux passants, que non, ne videz plus les poubelles ici. Bon, ce que j'aimerais, c'est qu'ils viennent mettre des bacs à ordures. Et la mairie viendra toujours enlever de temps en temps. Bon, s'ils ne veulent pas mettre les bacs à ordures, ils mettent une pancarte, interdiction de jeter les ordures. Le personnel municipal affecté aux tâches manuelles de désherbage, de ramassage des déchets et de nettoyage était également à la manœuvre. On rappelle, les journées patriotiques intégrées au plan d'urgence trimestriel d'assainissement de Port-Gentil consistent en la mobilisation du personnel municipal appelé à prendre une part active aux activités y relatives. L'objectif, selon Pascal Wani Ambouroué, maire de la ville de Sable, est de promouvoir les valeurs de patriotisme, d'exemplarité et de citoyenneté au sein de l'institution municipale. Rendez-vous a été pris pour la semaine prochaine. Dans ce journal, nous parlons également de cet atelier d'information et de sensibilisation sur le contentieux de la contrefaçon. C'est une initiative du ministère de l'Industrie et de la Transformation. Regardez. À l'heure où l'innovation entrepreneuriale s'accélère en Afrique, la question de protection des idées, des marques et des créations devient un enjeu stratégique majeur. Les agents de l'OGAPI s'inscrivent pleinement dans cette dynamique en prenant part aux réflexions relatives au contentieux de la contrefaçon dans l'espace OAPI. Il était important aujourd'hui d'informer le plus grand nombre sur les éléments qui constituent la contrefaçon. Plus elles sont sensibilisées, plus elles sauront comment défendre les usagers. Occasion pour la vice-présidente de l'AFEC de réaffirmer son engagement. Ce que je conseillerais en fait, c'est de déposer leur marque quand il y a un produit qui est contrefait et qu'ils saisissent les autorités pour faire valoir leurs droits. Il s'agit ici de s'imprégner des mécanismes juridiques de protection des droits de propriété industrielle, tout en alertant sur la recrudescence des atteintes liées à la contrefaçon. Pour engager son action au fond devant une juridiction compétente, le magistrat a ce rôle-là de dire si le produit ou bien les produits qui sont devant sa table sont des produits contrefaits. Notons que cet atelier de sensibilisation sur le contentieux de la contrefaçon a permis de comprendre les enjeux juridiques et économiques de la contrefaçon, identifier les moyens de protection des droits de propriété intellectuelle à travers des échanges avec les experts et partager des expériences pratiques. À présent, faisons un retour sur la rentrée politique des femmes de l'IDB avec Léonel Poussoumbissam. Tenue dans une ambiance patriotique et de militantisme, la rentrée politique de la Ligue des femmes de l'Union démocratique des bâtisseurs placée sous un thème inclusif a tenu toutes ses promesses. La mobilisation des femmes de la Ligue aujourd'hui est un témoignage de ce que les femmes sont aujourd'hui pleinement engagées dans le parti présidentiel pour soutenir et mettre en œuvre la politique du président de la République. C'est aussi montrer qu'elles ont décidé de ne pas être des figurantes, mais être véritablement des bâtisseuses, contribuer à construire ce Gabon dont tous nous rêvons. Entre engagement politique et participation au développement économique, les compagnons bâtisseuses réunis autour de Laurence Ndong ont réaffirmé leur soutien indéfectible
au président fondateur Brice Clotaire Oligui Nguema. L'UDB est là, aux côtés des Gabonais, répond présent pour mettre en œuvre la politique du président, continuer de produire les résultats et répondre aux attentes de nos compatriotes. La cohésion et le développement social des militantes ont également fait l'objet des discussions. Nous avons en vue de donner des formations, y compris d'alphabétisation. Nous allons vraiment renforcer les capacités des femmes à tous les niveaux. Donc toutes les femmes ont leur place à l'UDB. C'est pour cela que l'action des femmes au niveau de l'UDB porte énormément sur la formation, le renforcement des capacités, l'autonomisation des femmes pour qu'elles soient capables à leur tour de construire le Gabon dont nous rêvons. Pour la nouvelle année, la Ligue compte poursuivre sa mission au profit des militantes avec des projets de développement communautaire. Et pour clôturer cette édition d'information, nous allons au département de Mouloundou où les communautés de Bakoussou et Ndekabalandji viennent d'inaugurer un point de collecte et de vente dédié à la commercialisation du poisson et de la viande de brosse. Il est situé dans le village Bakoussou. Nous sommes dans la province de Logouelelo. Le compte rendu de Aïngon, Eban et Varaïssa et Branly. Le regroupement des villages Bakoussou Ndekabalandji vient de franchir une nouvelle étape, la création de ce point de collecte et de vente communautaire dédié à la commercialisation de poissons et de viande de brousse vient répondre à un besoin de développement local tout en encadrant une exploitation responsable et durable des ressources naturelles. Ils nous ont proposé un projet qui leur permettait de diversifier donc leurs sources de protéines en mettant en place donc une activité de pêche à côté de leur activité de chasse. Salué de tous, ils placent les communautés locales au cœur de la conservation de la faune. À pareille circonstance, il est parfois difficile de trouver les mots justes pour exprimer et matérialiser la joie qui nous anime aujourd'hui. Vous arrivez à un stade où vous allez donc mettre des activités qui vont créer, qui vont générer des finances. Je ne voudrais pas qu'on puisse se retrouver dans des situations où vous allez être amené à vous diviser. Ce projet constitue un véritable moteur de croissance inclusive. Vous êtes les premiers. Demain, on serait en Dambi. Après-demain, on serait à Mamidi. C'est le canton la CC. Au-delà de ces bénéfices immédiats, ce point de vente pourrait servir de projet pilote pour la mise en place d'un système de traçabilité d'une filière saine et légale visant à encadrer la commercialisation de viande de brousse dans notre pays. Voilà, ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente nuit accompagnée de nos programmes. Bonsoir et à demain.